Je voudrais, en commençant cette conférence, je sais que beaucoup d'hommages ont été rendus à Dominique Lecourt, mais je voudrais juste dire combien sa générosité, son intelligence, son humour nous manquent et combien son décès est une grande peine pour nous. Et dans cet institut qu'il a lui-même fondé, et j'avoue que j'ai moi-même, en réfléchissant à tout ce que j'ai vécu avec lui et dans son entourage, j'ai pu mesurer combien je lui devais. Et donc, je voulais juste rendre cet hommage ici. Je remercie aussi donc André Comte-Sponville pour sa présentation, Jean-Claude Seyss pour cette invitation, et puis Thomas Bourgeois et Francine Kletz pour toute leur aide dans cette organisation. Alors, bâtard, corneau, matinée, métis, tels sont les synonymes que le grand Larousse de la langue française propose en 1973 pour le mot hybride, qui traditionnellement pouvait se référer à un animal, à une plante, voire à un mot. Ainsi, le nom ou l'adjectif hybride n'était pas très valorisant. Aujourd'hui, les hybrides sont valorisés, sont célébrés, ils sont partout. Nous conduisons des voitures hybrides à moteur thermique et électrique. Nos étudiants reçoivent des enseignements hybrides en présence et en visioconférence. Le commerce, l'industrie, la politique, la guerre même sont dits hybrides. À la faveur du confinement, l'univers du travail est devenu hybride, mais déjà depuis longtemps, des tiers-lieux s'organisaient pour rendre les espaces de travail eux-mêmes hybrides. L'hybridation est un maître mot de la création artistique contemporaine, et il n'est pas jusqu'au concept des philosophes qui ne soit hybride. La notion d'hybridation permet d'évoquer toutes sortes de mélanges, d'interactions, d'usages alternatifs. Elle évoque la possibilité de transgresser les limites, d'enfreindre les séparations, les cloisonnements, d'explorer des formes complexes d'échanges et de relations pour créer et produire du nouveau. Ce mot est aussi une injonction à franchir les limites, à effectuer toutes sortes de mélanges féconds, à transgresser les frontières entre l'espace et le temps, l'ici et l'ailleurs, le réel et le virtuel. Hybridons-nous, tous hybrides. Cette injonction est adressée aux individus, au monde du travail, de la production, de la culture et aux sociétés mêmes. L'hybridation, bref, est aujourd'hui une idée chic, comme dirait Flaubert, dont se sont emparés les médias, la mode et le marketing. Il suffit d'ouvrir un journal, de lire un programme pour le trouver presque à toutes les pages. C'est donc cette notion que j'essaierai d'examiner aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce qu'un hybride ? Je propose dans un premier temps de parcourir les domaines d'usage de cette notion. Et d'abord, ce qui est peut-être le plus dans mes compétences, d'explorer ce concept scientifique d'hybridation en explorant ses usages en biologie, depuis l'histoire naturelle de Buffon jusqu'à Darwin, la biologie contemporaine, et jusqu'à ses retombées récentes en paléontologie humaine et en préhistoire. Dans un deuxième temps, j'interrogerai les usages métaphoriques de cette notion dans le domaine de la culture, des arts, dans le monde social, économique et dans le monde du travail. Enfin, à partir de ce bref survol, je proposerai d'ouvrir une réflexion sur le sens et la valeur de cette notion ou de cette injonction et d'examiner ce qu'elle dit aujourd'hui de notre monde, de nos modes de pensée et d'agir. Alors, si on se réfère à l'étymologie du mot, eh bien, il est étonnant de voir que c'est une étymologie qui est déjà hybride. En effet, elle est double. En latin, hybrida, I-B-R-I-D-A, désignait le produit d'un échange fécond entre une truie et un sanglier. Mais ce mot latin, déjà à l'époque romaine, a été transformé par assimilation à un mot grec, en y rajoutant un Y et un H, évoquant ainsi la racine hubris, ce mot grec qui suggère l'idée d'une transgression, d'un viol, d'une démesure condamnée par les dieux, d'une infraction aux règles de la nature. Cette double étymologie du mot nous renseigne donc sur l'histoire de ses usages. D'abord pratique vernaculaire, pratique paysanne, domestique, et puis
usage savant qui confine à des questions éthiques, voire métaphysiques, les règles qu'impose la divinité, qui qualifie et juge cette opération. Alors d'abord, au plan biologique. En biologie, on appelle l'hybridation un croisement fécond entre deux espèces, parfois entre deux variétés, définies chacune par leur interfécondité. Alors je voudrais, puisque nous sommes à l'Institut Diderot, je crois qu'il s'impose de citer Diderot et citer un texte formidable qui s'intitule « Le rêve de d'Alembert », où Diderot pense et rêve la question de la procréation, de la reproduction du vivant. Alors c'est un dialogue entre d'Alembert, mais aussi mademoiselle de Lespinasse, qui tenait salon à l'époque, et puis le médecin Bordeu. Voici mademoiselle de Lespinasse. « Allons, docteur, buvez un verre de Malaga, et vous me répondrez ensuite à une question qui m'a passé 100 fois par la tête et que je n'oserais faire qu'à vous. » Bordeu. « Il est excellent ce Malaga. Et votre question ?» Mademoiselle de Lespinasse. « Que pensez-vous du mélange des espèces ?» Bordeu. « Je vous dirais que grâce à notre pusillanimité, à nos répugnances, à nos lois, à nos préjugés, il y a très peu d'expériences faites, qu'on ignore quelles seraient les copulations tout à fait infructueuses et quelles sortes d'espèces on se pourrait promettre de tentatives variées et suivies. » Et puis, il ajoute « Un fait singulier qu'une infinité de gens instruits vous attesteront comme vrai et qui est faux, c'est qu'ils ont vu dans la basse-cour de l'archiduc un infâme lapin qui servait de coq à une vingtaine de poules infâmes qui s'en accommodaient. Et ils ajouteront qu'on leur a montré des poulets couverts de poils et provenus de cette bestialité. » Cette notation étrange n'est pas une pure fantaisie sous la plume de Diderot. Et en réalité, il se réfère à une source savante, le tome 2 de la série des quadrupèdes de l'histoire naturelle de Buffon. Dans son chapitre consacré aux lapins, Buffon évoquait la possibilité d'une copulation entre lapins et lièvres et notait en termes sarcastiques « Il y avait plus de raisons d'attendre quelques produits de ces accouplements que des amours du lapin et de la poule dont on nous a fait l'histoire et dont, suivant l'auteur, le fruit devait être des poulets couverts de poils ou des lapins couverts de plumes. » Alors cet auteur auquel se réfère Buffon, c'est Réaumur, le prince des naturalistes, le grand spécialiste du monde des insectes, qui avait commis un art d'élever les poulets. Donc en ce milieu du XVIIIe siècle, cette question de l'hybridation passionne tout le monde. Les naturalistes, les philosophes, les dames de salon. À ce moment, Linné définit les espèces en termes typologiques, selon une nomenclature stricte. On s'interroge pour savoir si cet ordre est bien fixe et immuable. Buffon, moins rigide que Linné, définit l'espèce par l'interfécondité et, comme vous l'avez vu, il questionne la délimitation, la définition des espèces, mais aussi la possibilité même de la transgression de ces limites, de leur transformation. C'est ici précisément qu'il évoque les hybrides dans le chapitre sur le lapin, mais aussi dans le chapitre célèbre sur l'âne, où il réfléchit longuement sur le rapport entre l'âne et le cheval, qui peuvent produire un mulet, lequel est un hybride stérile, etc. Donc il y a toute une réflexion sur les possibilités de transformation du vivant à travers cette notion d'hybridation. On sait que chez Buffon, il y a aussi la notion de dégénération, qui est aussi en rapport avec les transformations sous l'influence du climat ou de l'environnement. Donc, beaucoup d'intérêt pour cette question. Et à l'époque, donc, la question de l'hybridation passionne. Il faut dire que les pratiques de l'hybridation remontent bien avant. Elles sont déjà très anciennes, puisqu'elles remontent en fait au néolithique, avec les premières domestications des plantes qui exigent donc d'effectuer leur croisement. Au XVIIIe siècle, toute une science des hybrides, de l'hybridisme, dit-on, n'est non pas de questions théoriques, mais d'abord de production de variétés de plantes d'ornement qui décoraient les jardins privés de fleurs somptueuses nées de croisements. Les grands botanistes allemands, Gärtner et Kölreuter, expérimentent intensivement les hybridations des espèces végétales et développent des méthodes de pollinisation artificielle. Ces techniques de reproduction hybride
ouvre d'intenses réflexions sur la définition de l'espèce et de ses limites, ouvrant aussi, d'ailleurs, les voies vers la génétique. Car c'est bien la notion d'espèce, de classe, la classification qui est en jeu et la nécessité ou la possibilité d'enfreindre ces limites des classes. Quelques décennies plus tard, la notion d'hybridation sera repensée dans le cadre de la biologie évolutionniste. L'hybridation trouve alors son explication dans les mécanismes de la spéciation décrits par Darwin. Entre espèces différentes d'animaux supérieurs, l'hybridation n'est le plus souvent possible que si ces espèces sont très proches, séparées depuis des temps relativement courts et sans que soient établies des barrières génétiques, anatomiques, géographiques ou comportementales qui séparent habituellement la plupart des espèces, écrit André Langanet. Le néo-darwinisme reviendra sur ce concept en développant une réflexion sur les conditions et les modalités génétiques de l'hybridation. Il retient comme buffon le critère d'interfécondité pour définir l'espèce. Il s'emploie aussi à caractériser les hybrides. On avait depuis longtemps constaté la vigueur des hybrides. Dobzhansky, le grand généticien Theodosius Dobzhansky, parlera de la luxuriance des hybrides de première génération, dont on sait que la génération suivante connaîtra soit la stérilité, soit généralement un retour à un caractère d'un des deux parents. Aujourd'hui, la question de l'hybridation a pris une singulière actualité depuis qu'on a apporté les preuves que cette notion peut s'appliquer à notre espèce et à son évolution. L'Homo sapiens, une espèce hybride. Voilà une proposition tout à fait étrange et surprenante lorsque l'on sait que notre espèce a très longtemps été pensée comme unique, exceptionnelle dans le monde vivant. Son évolution, selon ce qu'on a longtemps cru, suivait une tendance déterminée vers le progrès, tandis que les autres espèces étaient destinées à s'étioler. Tendance de la lignée humaine vers l'esprit et vers la rencontre avec Dieu, disait Teilhard de Chardin. Vous trouverez dans mon livre, à la page 43, son fameux schéma où on voit cette ascension de l'humain jusqu'à une sorte d'efflorescence avec le point oméga au sommet, qui est la rencontre de l'âme humaine avec la divinité. C'est un schéma qui aujourd'hui, bien sûr, n'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, les arbres évolutifs ont changé. Ils sont non seulement avec des branches, mais même ce sont des véritables buissons, parce qu'on connaît beaucoup d'espèces qu'on classe sous cette forme de buissonnement. Mais les modèles de la fin du XXe siècle continuent à penser l'émergence d'Homo sapiens comme celle d'une espèce conquérante qui a éliminé ou réduit à néant toutes les autres. Et on retrouve ça dans certains modèles issus de la biologie moléculaire et de la génétique des populations, le fameux modèle Out of Africa, qui dit qu'une petite espèce sortie d'Afrique il y a quelques 200 000 ans, enfin apparue il y a quelques 200 000 ans et sortie d'Afrique il y a 50 000 ans et s'est répandue dans tout l'ancien monde, remplaçant toutes les autres formes qui existaient. Alors on ne vous dit pas très bien ce que c'est que ce remplacement, est-ce que c'est des massacres, quel genre d'élimination, mais en tout cas, on avait pour thèse, et c'est une thèse défendue très longtemps par de grands paléontologues, que tous les représentants du genre Homo ont survécu, tandis que les autres espèces se sont éteintes. Or, voilà que les choses ont changé. Aujourd'hui, les généticiens, les gens qui travaillent sur l'ADN ancien, sont arrivés à faire la cartographie du génome des Néandertaliens et ont mis en évidence le fait qu'Homo sapiens s'est hybridé avec eux. Voilà. Alors les Néandertaliens, Homo néanderthalensis, c'est-à-dire qui appartiennent au genre Homo et à l'espèce néanderthalensis, qui est différente de Homo sapiens, constituent donc une espèce humaine différente de la nôtre. Beaucoup de paléontologues, en se fondant sur les ossements et aussi sur les restes d'outils, par exemple, qu'on trouvait à côté d'eux, et les échanges culturels que l'on a constatés entre sapiens et Néandertal, soupçonnaient depuis longtemps ce métissage. Mais ils ne pouvaient pas en faire la preuve, puisque là aussi se pose la question de l'espèce en paléontologie. Si l'espèce est définie par l'interfécondité, on connaît mal l'interfécondité à travers des os et des dents et des cailloux. Donc,
Mais nous savons que ces deux espèces ont été contemporaines depuis plusieurs centaines de milliers d'années, pendant plusieurs centaines de milliers d'années, et se sont côtoyées à plusieurs reprises en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en particulier dans les sites de la vallée des grottes de l'actuel Israël, entre 100 000 et 40 000 avant le présent. Ces rencontres sont reconnues et nous savons qu'ils ont échangé leur culture et qu'ils ont vécu à proximité. En Israël, ces fameux sites de la vallée des grottes montrent, aussi bien pour les Néandertaliens que pour les sapiens, une culture unique qu'on a appelée, que Dorothy Garrod, la grande préhistorienne anglaise qui les a pour la première fois étudiées dans les années 1930, a appelé le Levalloiso-moustérien, une culture unique, partagée par les sapiens et les Néandertaliens. Ils partageaient aussi les sépultures, la façon d'ensevelir leurs morts. Ils avaient beaucoup de proximité et d'échanges. Donc, en 2010, les paléogénéticiens ont pu cartographier le génome de Néandertal et en le comparant avec celui de l'homme actuel, ils ont pu mettre en évidence des traits génétiques résultant d'introgression, c'est-à-dire de pénétration du génome néandertalien, de gènes néandertaliens dans le génome de Sapiens. Ils ont ainsi fait la preuve de cette hybridation. Et en étudiant notre génome, ils ont conclu que les Européens et les Asiatiques actuels ont hérité pour 1 à 4% de l'ADN néandertalien. Alors, je dis les Européens et les Asiatiques parce que c'est là où se trouvaient les Néandertaliens. Ils ont vécu en Europe, en Asie, jusque dans l'Altaï, aux confins de la Sibérie et la Mongolie. Ils ne sont pas allés en Afrique. Donc ces hybridations se sont passées essentiellement sur les territoires du vieux monde euroasiatique. D'autres formes du genre Homo, peut-être des espèces, ont également contribué au patrimoine génétique de l'homme actuel. Les Denisoviens, des fossiles découverts dans l'Altaï, ont pu être aussi étudiés par les généticiens et on a pu cartographier entièrement leur génome parce que leurs os étaient très bien conservés dans le permafrost et qu'on a pu vraiment extraire un ADN tout à fait complet de ces Denisoviens. Ils se seraient eux aussi croisés avec les sapiens, auxquels ils ont légué leurs gènes, pour 4 à 6% environ, aux populations de Mélanésie, de Nouvelle-Guinée, d'Australie. Il y a fort à parier que des hybridations avec d'autres espèces fossiles du genre Homo pourront être mises en évidence si on parvient à extraire leur ADN et à cartographier leur génome. Alors pour l'instant, l'extraction de l'ADN se limite à une certaine durée et à certaines conditions de préservation, comme je vous l'ai dit. Mais c'est là une découverte, en tout cas, toutes ces hybridations que nous avons maintenant, qu'on nous a démontrées, c'est là une découverte qui bouscule profondément la conscience que nous avons de nous-mêmes. Comme je vous le disais, on a cru qu'Homo sapiens était une exception, en rupture avec le monde animal et les autres espèces de la famille humaine. En réalité, nous devons accepter de penser aujourd'hui que nous sommes le produit de multiples et complexes interactions biologiques et culturelles avec d'autres espèces proches du genre Homo. Nous savons désormais que nous sommes riches de tous ces héritages, nous sommes tous des hybrides. C'est pourquoi l'idée de ségrégation, de hiérarchie, de race fossile ou actuelle, ou de pureté raciale, qui était l'obsession des théoriciens de la race et du racisme, cultivée jadis par certains anthropologues, n'est plus du tout de mise dans les sciences d'aujourd'hui. Quels sont les effets de ces hybridations ? Effets positifs, effets délétères, les généticiens discutent de cela, mais on sait que certains gènes néandertaliens ont pu permettre une meilleure adaptation à certains environnements, en particulier les environnements froids de l'Europe, pour une espèce venue d'Afrique. Homo sapiens, c'est une espèce d'origine africaine, et probablement avec une peau sombre, et qui a pu, par ces hybridations avec les néandertaliens adaptés au climat plus froid, acquérir cette couleur de peau claire et ses cheveux et ses yeux clairs qui sont plus favorables dans des régions peu ensoleillées, moins ensoleillées que l'Afrique. Il y a aussi d'autres éléments dans le système immunitaire ou encore dans la résistance à certaines maladies. Certains gènes dénisoviens sont en rapport avec une adaptation au froid et à l'altitude. Ainsi, l'histoire du devenir de la famille humaine est-elle beaucoup plus complexe
que celles que racontent les arbres, voire même les buissons d'évolution. Au modèle de l'évolution monocentrique, c'est-à-dire ce départ d'Afrique et ce remplacement que racontait l'histoire de Out of Africa, s'est substitué celui de l'assimilation. Vous trouverez les 3 modèles, page 51 de mon livre. Donc, modèle, disons, réticulaire, modèle en réseau. Au-delà du buisson, donc, il y a même la coalescence des branches. Au-delà du chêne, le réseau. Par analogie, par métaphore, donc, comme je le disais en commençant, la notion s'applique aujourd'hui à toutes sortes d'objets et de pratiques, de formes culturelles, sociales et politiques. Le mot est aujourd'hui valorisé. Son ancrage dans la biologie lui donne une force, une noblesse. Ce n'est pas seulement suite à ces expériences de 2010 qu'on parle d'hybridation, mais en tout cas, ça lui a donné une certaine puissance. De même que le mot ADN, lui aussi démarqué de la biologie, et qui est maintenant vulgarisé pour désigner une identité profonde. On parle de l'ADN d'une équipe de football, de l'ADN d'un matelas ou d'un parti politique. Mais contrairement à l'ADN, l'hybridation, ça n'est pas justement cette identité, c'est le mélange, le rejet des catégories univoques pour promouvoir leur mélange et leur fécondité. Ainsi, l'hybridation est devenue une notion positive. Il y aurait un pouvoir inventif, créatif, novateur de l'hybride. Ces significations se conjuguent dans différents domaines. Alors, je vais un petit peu énumérer ces différents domaines rapidement pour vous donner une petite idée et ensuite essayer de proposer une petite réflexion sur tout ce que cela nous dit de notre monde. Alors, d'abord, dans le domaine de la technique, des objets hybrides combinent plusieurs fonctions. On utilise souvent l'adjectif hybride pour désigner une combinaison de 2 technologies, un ordinateur pouvant fonctionner comme portable ordinaire ou comme tablette est qualifié d'hybride. Des appareils photographiques qui ont la taille d'un appareil photographique compact tout en disposant d'objectifs interchangeables sont hybrides. Un téléphone portable est un objet hybride qui remplit toutes sortes de fonctions. Donc on produit des objets hybrides qui jouent plusieurs fonctions de plusieurs sources d'énergie. Les voitures dites hybrides traduisent une nouvelle façon de gérer l'énergie et de tenter de se passer des hydrocarbures. Alors, mais l'hybridation existe aussi, est aussi revendiquée dans des formes culturelles. Ainsi, dans certains domaines du savoir, on parle de l'hybridation des disciplines. Ça n'est pas nouveau, l'interdisciplinarité est une vertu qui est connue depuis longtemps des chercheurs. L'école des ANA, à laquelle appartient mon école des hautes études en sciences sociales, s'est précisément singularisée par la rencontre de l'histoire avec l'anthropologie, la sociologie, l'économie, comme une nouvelle façon d'envisager le devenir des sociétés humaines. Mais aujourd'hui, donc, on sait que l'hybridation des disciplines dans l'enseignement et la recherche ne consiste pas juste à faire se côtoyer des savoirs, mais bien à les féconder entre eux et à faire ainsi surgir de nouvelles méthodes, de nouvelles questions, de nouveaux domaines de réflexion, les mathématiques et les sciences sociales, la physique et la biologie, l'anthropologie et l'archéologie, la littérature et l'histoire, les sciences et l'art. Ainsi, on pourrait énumérer de nombreux grands chercheurs qui ont su cultiver l'interdisciplinarité à un très haut niveau et faire œuvre pionnière en proposant un regard neuf sur la complexité du monde. Hybridation aussi au niveau des formes culturelles. On parle de fusion culinaire, fusion vestimentaire, hybridation entre des formes et des styles, particulièrement dans l'art. À l'intérieur d'une même discipline artistique, les chorégraphes, par exemple, revendiquent des formes de danse hybride qui brisent le carcan des styles académiques ou des genres établis et empruntent à différents langages, à différents styles, à différentes cultures pour produire de nouvelles formes. L'hybridation caractérise aussi en art l'implication de nouvelles technologies et particulièrement des images de synthèse ainsi que du numérique dans l'art contemporain. Edmond Couchot distingue ce phénomène comme un nouvel ordre visuel qui ne définit plus le réel, mais le simule, mettant ainsi fin à un système de figuration perdurant depuis plus de 5 siècles. L'image numérique substituant au monde réel un monde virtuel.
Mais il y a aussi les installations, qui sont un genre artistique, une discipline hybride qui mêle et intègre différents langages artistiques, le dessin, la photo, la vidéo, l'audio, la danse, etc. À la rencontre des cultures, on invoque aussi cette fécondation réciproque, cette poétique de l'hybridation, dans la production artistique et architecturale au croisement de plusieurs cultures. Ainsi, le mélange entre architecture islamique et architecture européenne en Algérie à l'époque coloniale. Steve McCurry, le grand photographe, a récemment exposé à la fondation Barbier-Muller toute une série de photographies qu'il a intitulées Wabi Sabi, où il juxtapose, où il fait voir en même temps des formes d'art venues de cultures très éloignées dans l'espace et dans le temps. Un masque africain avec un décor de Cinecittà à Rome, une idole mésopotamienne du 4e millénaire avant Jésus-Christ avec un paysage contemporain. Il fait ainsi jouer les formes et les féconde entre elles. La notion d'hybridation est aussi largement utilisée aujourd'hui pour penser certains aspects de l'organisation de l'industrie, des entreprises et de l'économie et du travail. Avec la globalisation des échanges et la généralisation du numérique, on assiste à une diversification des modes de consommation qui font la part belle aux achats en ligne, et les entreprises s'y adaptent en hybridant leurs modes de production, de distribution, en inventant de nouveaux types de produits et de modes de commercialisation. De nouveaux lieux aussi, des magasins qui ne sont pas seulement destinés à la vente, mais au loisir, au divertissement, à la rencontre, à des conférences, à des lieux de restauration. Plus encore, c'est au niveau même des formes et des modes de production et de l'économie même qu'est revendiquée l'hybridation. Jean-Claude Seyss nous avait fait il y a quelques années une conférence sur l'économie sociale et solidaire. Il avait par de nombreuses fois utilisé ce mot hybride pour désigner donc les apports financiers multiples qui sont propres à ce type d'économie. Mais on peut parler d'elles aussi comme des hybrides parce qu'elles hybrident des logiques économiques et des logiques sociales et solidaires. Mais c'est aussi et surtout peut-être dans les modalités du travail que l'hybridation apparaît comme un puissant facteur de renouvellement, d'adaptation à des réalités nouvelles, de créativité et d'échange. Avec le Covid, avec la crise du Covid, s'est généralisé le télétravail, mais depuis plus longtemps est menée une réflexion sur la diversification des lieux de travail, sur la constitution de tiers-lieux conçus comme des lieux de production et de collaboration, prenant place aux marges du système productif dominant. La notion de tiers-lieu a été inventée dans les années 1980 par un sociologue urbain américain, Ray Oldenburg, et pour désigner des lieux aménagés entre le domicile et le lieu de travail. Un manifeste des tiers-lieux, ouvrage collectif publié en 2013, en offre cette définition. Les tiers-lieux sont des lieux de partage, de socialisation, mais aussi d'innovation et d'entrepreneuriat, dont le modèle émergent est différent des catégories habituelles. Il y a un très bel article intitulé « Quand un tiers-lieu devient multiple, chronique d'une hybridation », dû à Martine Azam, Nathalie Chauvac et Laurence Cloutier, où est décrit donc l'émergence de ce lieu qui s'appelle Le Multiple à Toulouse, et la manière dont il se présente à la fois dans l'espace, dans les rencontres entre les individus et dans la créativité qu'il produit. Et je vous lis encore un extrait d'une présentation de ces tiers-lieux proposés par le ministère de la Cohésion sociale. Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble, coworking, campus connectés, ateliers partagés, Fab Lab, garage solidaire, social place, friches culturelles, maisons de service au public. Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social, de l'émancipation et des initiatives collectives. Ils se sont développés grâce au déploiement du numérique partout sur le territoire. Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa communauté, mais tous permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. En résumé, dans les tiers-lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social. Alors, bon, je vous ai parcouru rapidement, très rapidement, quelques exemples qui sont positivement présentés dans le quotidien, dans nos vies.
Mais je voudrais, au-delà de cela, revenir à la question initiale. Que penser donc de cette notion d'hybride et de ses usages? Y a-t-il une unité conceptuelle de tous ces usages? Peut-on faire une théorie générale des hybrides ou seulement décrire certains types de mélanges? Les hybrides débridés vont-ils envahir notre monde? Cette insistance sur l'hybride, le mixte, le mélangé, est-elle en effet un effet, et lequel, dans notre imaginaire, pour dire la complexité du monde? Traduit-elle la rupture des catégories traditionnelles dans un univers social, économique, politique, culturel en mutation, profondément transformé par la mondialisation, la présence du numérique sur nos techniques et nos vies? L'hybridation est-elle réelle, possible et désirable en tout, ou présente-t-elle au contraire des limites et des dangers? Alors, si je m'interroge sur la valeur de la notion d'hybride et d'hybridation, je dirais que plutôt qu'une valeur, c'est un symptôme. La prolifération des hybrides traduit sans doute la nécessité de briser les cadres, d'inventer de nouvelles formes, de créer de nouveaux espaces, de nouvelles expressions, de nouveaux modes de faire et de penser, en faisant se rencontrer ceux qui longtemps étaient dans des cases séparées, dont les frontières craquent. L'hybridation est une défiguration des frontières, disait Alfonso de Toro. Cette insistance sur l'hybride, le mixte, le mélangé, traduit bien la complexité d'un monde, la rupture des catégories traditionnelles dans un univers technique, social, culturel, économique, politique, en mutation, en particulier profondément transformé par la mondialisation et par la prégnance du numérique sur nos vies et nos échanges. Cette prolifération des hybrides pourrait bien être aussi le symptôme d'une profonde révolution conceptuelle. Le philosophe Bruno Latour nous engage à prendre conscience de ce que les catégories classiques et les hiérarchies sociales de l'époque moderne, c'est-à-dire celles qui commencent avec la Renaissance, ne tiennent plus, voire même ont abouti à de graves impasses. C'est de la rupture de ces catégories, de ces dualités strictes, et à leurs frontières même, que peuvent émerger de nouvelles formes de pensée et d'agir. Latour se réfère beaucoup dans ce livre déjà ancien qui s'intitule « Nous n'avons jamais été modernes », se réfère beaucoup au travail de Philippe Descola, et en particulier à la manière dont Philippe Descola repense la dualité nature et culture, non pas comme une dualité d'essence réelle, mais comme une pure convention sociale. C'est notre façon de penser la nature que de considérer la dualité et même la hiérarchie entre l'homme, maître et possesseur de la nature, et toute la réalité du vivant et des choses qui l'entourent. La modernité occidentale des temps modernes opposait l'homme à la nature, suivant la représentation dualiste, amorcée au XVIIe siècle par Galilée, Descartes, d'une nature extérieure à l'homme et qu'il pourrait gouverner à partir du moment où il en connaîtrait les lois. Mais nous savons aujourd'hui, d'abord, qu'il y a plusieurs façons de penser la nature, plusieurs modes d'identification à la nature. Descola cite le totémisme, l'animisme, l'analogisme, etc. Et puis nous savons aussi jusqu'où nous a mené cette domination de la nature. Un autre concept, un concept hybride, on pourrait dire hybride, qui aide à penser justement ces interactions entre l'homme et la nature, l'homme et la terre, c'est celui d'anthropocène, c'est-à-dire ce qui peut identifier les traces de l'action humaine sur la terre à travers toutes les dégradations qu'il a pu faire subir à la planète. Et donc, il y a là aussi toute une émergence de concepts hybrides, en quelque sorte. Celui d'anthropocène en est un exemple. Il y a aussi toute une exploration de la relation entre l'homme et le vivant, entre l'homme et l'animal, qui est aujourd'hui extrêmement dynamique, en particulier dans un courant de recherche visant à repenser les sociétés humaines comme des formes de communautés hybrides. C'est un mot qui a été, c'est une locution qui a été inventée par l'ethnologue Dominique Lestel et qui a été repris et travaillé par des anthropologues comme Charles Stepanov ou Jean-Denis Vigne. Depuis la plus lointaine préhistoire, dans toutes les sociétés du monde et encore dans les nôtres, les animaux sont intégrés aux communautés humaines. Il ne s'agit pas seulement d'une hiérarchie, il ne s'agit pas seulement d'une dualité, mais il s'agit vraiment de communautés très profondément imbriquées. Les hommes entretiennent d'étroites relations, d'étroites interactions avec les espèces animales. Les êtres humains sont connectés à des myriades d'animaux, écrit Eduardo Kohn, ce qui justifie l'émergence d'une écologie transspécifique qui s'intéresse à la socialisation humaine de la nature,
aux interactions entre le monde, l'Umwelt, au sens de von Uexküll, des différentes espèces, voire aux communications interspécifiques sous la forme de pidgin interespèces, hein, la manière de parler aux chevaux, aux chiens, aux chats, hein, qui sont des langages en quelque sorte interspécifiques. Hein, le chat répond quand vous lui parlez. Et donc le langage ne formant pas un seuil qui définirait exclusivement l'homme. Ces communautés hybrides, la constitution de ces communautés hybrides se marque par les pratiques de l'apprivoisement, de la domestication, mais aussi par celle de la chasse. Et Charles Stepanov a montré récemment dans un beau livre, L'animal et la mort, que les pratiques de chasse ne sont pas orientées de façon univoque vers le fait de tuer les animaux, mais qu'elles supposent de multiples et profondes interactions et d'échanges entre le monde humain et le monde animal. Il y a donc là tout un ensemble, un foisonnement de travaux anthropologiques armés de cette notion d'hybride ou d'hybridation qui, tout en bousculant nos systèmes de référence, systèmes intellectuels, culturels et même existentiels, s'attachent à mieux comprendre la multiplicité des choix culturels humains et leur diversité. Alors, je voudrais maintenant conclure et poser la question quel avenir pour l'hybridation ? Un avenir qui semble tout à la fois riche, mais aussi peut-être limité. Au niveau de notre espèce, nous savons désormais que nous sommes riches biologiquement et culturellement d'héritages multiples venus d'autres espèces. Au niveau individuel, nous pouvons concevoir que nous sommes tous en un sens des hybrides, traversés par des histoires lointaines, des croyances, des objets et des lieux que nous héritons d'un passé profond et d'ancêtres multiples que nous ne connaissons pas. La richesse de l'hybridation a envahi notre quotidien et nos imaginaires. Elle est une exploration des possibles et une ouverture au risque, au franchissement des frontières, à la découverte de l'autre et de l'ailleurs, à la possibilité d'intégrer le différent. Nos sociétés apprennent à valoriser la diversité sur l'unité, les mélanges interethniques sur les ségrégations, à penser la fluidité des genres à côté de la dualité des sexes, à briser les formes traditionnelles du travail, de la production, de la politique même, à se libérer des limites classiques en s'ouvrant à tous les mélanges. Contre la clôture, contre les catégories typologiques fermées, l'hybridation est riche de multiples interactions possibles, d'où peuvent surgir la création, l'innovation, dans un monde d'échanges qui semble sans limite. Et pourtant, les limites existent. Sans doute, les différentes formes d'hybridation sont une chance de voir s'épanouir, comme j'ai essayé de le montrer un peu, la créativité artistique, culturelle et sociale. Cependant, à la luxuriance des hybrides succède, disent les biologistes, le risque de stérilité ou d'uniformité. Nous savons, par exemple, qu'il faut savoir s'isoler pour créer. Nous savons que la multiplication des échanges immédiats tue la créativité et risque de ne produire que des mélanges informes. D'un point de vue anthropologique et culturel, au-delà des dévoiements de la ségrégation, du racisme, du communautarisme, sans doute faut-il faire la part, comme nous y invite Lévi-Strauss dans un texte prononcé en 1971 à l'UNESCO, de l'importance de préserver les traditions, les appartenances, les modes d'être et de faire. Bref, les spécificités qui sont comme les piliers de nos identités, la condition même de la diversité humaine et de son respect. Toute création véritable, écrivait Lévi-Strauss dans ce texte tout à fait étonnant, implique une certaine lucidité, une certaine surdité, à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus, sinon même à leur négation. Car on ne peut à la fois se fondre dans la jouissance de l'autre, s'identifier à lui et se maintenir différent. Pleinement réussie, la communication intégrale avec l'autre condamne à plus ou moins brève échéance l'originalité de sa et de ma création. Les grandes époques créatrices furent celles où la communication était devenue suffisante pour que des partenaires éloignés se stimulent, sans être cependant assez fréquente et rapide pour que les obstacles indispensables entre les individus comme entre les groupes s'amenuisent au point que des échanges trop faciles égalisent et confrontent leur diversité. C'est un texte tout à fait étonnant que celui-là, ce texte de Lévi-Strauss, où il plaide en quelque sorte pour la spécificité des cultures et jusqu'à un certain point leur séparation. La volonté forcenée d'hybridation ouvre d'autre part le risque d'engendrer des chimères qui peuplent les rêves de certains et non pas seulement des poules à poils ou des canards à plumes, mais des cyborgs et autres monstres qui habitent nos cauchemars. Je ne développerai pas ici, parce que ce serait l'objet de toute une conférence,
tout ce qui concerne le posthumanisme et les espoirs qu'il nourrit de constituer l'homme de demain comme un être hybride dominé par la nature, par la machine, dans un monde où l'ordinateur, supplantant l'homme devenu inutile, verrait l'effacement de l'humain dans l'hubris de la technique. On sait que les moyens technologiques, des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives, ce qu'on appelle les NBIC, sont ces instruments de ce rêve de l'hybridation de l'homme et la machine. Demain, écrit Bernard Claverie, des dispositifs largement connectés à l'environnement pénétreront le corps et probablement le cerveau grâce à la convergence NBIC, en même temps qu'évolue la relation que nous entretenons avec le corps et la perception culturelle que nous avons de son effraction en fonction de l'âge, du milieu social ou de la nécessité instrumentale. L'homme augmenté deviendra alors hybride, à la fois naturel et artificiel, mais aussi intérieur et extérieur, avec des morceaux de lui-même hors du corps, dans l'environnement, le réseau et même autrui. Donc le transhumanisme, ses rêves et ses délires, mais aussi les pratiques qu'il engendre, représentent un risque au regard de l'existence humaine telle qu'elle a pu se développer biologiquement et socialement depuis plusieurs millions d'années. Et c'est, semble-t-il, l'un des enjeux socio-économiques majeurs des prochaines années. C'est pourquoi, à mon sens, l'hybridation ne saurait être une injonction et encore moins une injonction universelle. Comme le suggère l'origine biologique du mot, elle ne peut être que contingente, ponctuelle, partielle, opportuniste, dans un monde matériel et social dont il faut reconnaître la complexité, mais qui reste un monde de règles et de structures. Il nous reste donc la vaste tâche d'intégrer ces notions d'hybridation, qui bousculent nos catégories établies, à nos réflexions, à nos représentations et à nos pratiques. Il nous reste à nous ouvrir à tous les échanges créatifs, aux mélanges et aux interactions innovantes, aujourd'hui possibles à un niveau jamais atteint, mais aussi à trouver dans le même temps un chemin pour préserver autant que possible les spécificités et les identités dont nous savons qu'elles peuvent être mouvantes et plurielles, identité individuelle, culturelle, sociale et identité humaine au sens le plus large du terme. Je vous remercie. Bien, un grand merci à Claudine.